tout le monde est de nouveau ravi avec la Dream Team, la jeune équipe, de vous proposer ce rendez-vous en roue libre. Alors attention, pas d'inquiétude, on va retrouver Pierre Chasseret dans quelques instants sur plein de sujets. Mais Gabin, notre réalisateur, j'avais envie qu'il soit à côté de moi aujourd'hui. Ça va Gabin? Ça va super. C'est bien de débuter, hein? Ouais, ça va, c'est nouveau. Ouais. Et vous allez voir qu'en plus de ça, il s'occupe de chroniques qui sont plutôt passionnantes. Louane, Loulou pour l'équipe, ça va ma Loulou? Très bien. Et puis on aura aussi Jade que l'on retrouvera pour notre rendez-vous. Allez, tout de suite on commence, c'est l'actu dans le rétro. Le mardi 26 mars, les députés membres de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de simplification de la vie économique sont réunis pour étudier les amendements déposés préalablement au vote de la loi à l'Assemblée nationale. Les députés de la commission ont ainsi adopté 2 amendements identiques, l'un déposé par Yann Boucard et l'autre par Pierre Meurin, visant à supprimer les zones à faible émission dont l'obligation de la mise en œuvre a été instituée par les lois d'orientation des mobilités de 2019 et par la loi Climat et Résilience de 2021. Les amendements adoptés en commission seront donc soumis au vote à l'hémicycle, en présence donc de tous les députés le 7 avril prochain, dans le cadre de l'adoption du projet de la loi de simplification de la vie économique. L'adoption du principe de suppression des ZFE par la commission est un premier soulagement pour tous les Français qui se sont mobilisés contre cette mesure et une première preuve que les élus locaux ont compris leurs revendications. Nous continuons évidemment à nous battre pour que la politique de mobilité future soit juste et équitable. La votation sur la piétonisation et la végétalisation de 500 rues à Paris a eu lieu le dimanche 23 mars. 2 tiers des Parisiens ont voté en faveur de cette mesure, mais seulement 4% des électeurs ayant le droit de voter se sont déplacés. Les rues impactées par cette initiative sont souvent des actes principaux pour les habitants comme les professionnels, en particulier dans les quartiers les plus populaires. Rappelons que cette mesure va supprimer l'accès aux voitures à environ 10% des rues de Paris et supprimer environ 10 000 places de stationnement. La fermeture de ces rues risque ainsi de créer davantage d'embouteillages sur d'autres axes. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris des cours de conduite accompagnée? Hein? Un certain temps, un peu comme moi, ça fait longtemps. On va retrouver Louane. C'est quoi le principe? Alors, je conduis avec mon moniteur d'auto-école Johan Bert qui ne comprend toujours pas comment j'ai pu avoir mon permis de conduire puisque je suis un véritable danger public. Évidemment, c'est fait exprès pour pointer du doigt ce qu'il ne faut jamais faire. Bien sûr. Et c'est dans les conditions d'un tournage. Donc ça. ne le faites pas, vous, au volant de votre voiture. Je suis pas sûre de monter derrière quand même. Si, je peux y aller? Mets ta ceinture. Ok. Ah, je sais pas toi, mais j'ai faim. Ça te tente pas de s'arrêter de manger un truc? Ah, j'avoue, j'ai plus envie de vomir depuis tout à l'heure, mais comme tu conduis, mais bon, faut faire un effort. Bon, allez, on s'arrête, je sais pas moi, McDo, Quick, on s'arrête manger un truc? Ouais, mais on s'arrête pour manger à l'intérieur, de toute façon. Ah non, bah non, attends, on n'a pas le temps et t'as vu sur le GPS à quelle heure on arrive? Non, mais c'est bon, Oui. on passe prendre au drive, on va manger, et puis moi, tu vois, hop, c'est de la ligne droite, je conduis avec les genoux. Tu conduis. Mais je l'ai déjà fait, t'inquiète pas. Je t'assure que ça se fait bien, hein. Puis regarde, c'est bon, il n'y a pas grand monde, c'est légèrement incliné, mais ça va. Je t'ai appris à conduire avec quoi pour le volant? Les mains? Ah, d'accord. Donc, en gros, tu admets que de conduire avec les mains, de tenir le volant avec les mains, c'est mieux pour la sécurité quand même, non? Oui, mais enfin ça va, allez, 10 minutes, un quart d'heure, le temps de manger quoi. Le reste, Non. ça va. Non, on va s'arrêter. Tu sais que si tu as une conduite justement hasardeuse, même sur la route, les gendarmes peuvent t'arrêter et te mettre une amende aussi. Hein. C'est pas uniquement quand tu as le téléphone au volant en fait, hein, de manière générale. Ça fait que quand tu commences à zigzaguer et tout ça, ils peuvent te mettre également une amende. Ils vont me dire quoi? Bon appétit. Alors ils peuvent te dire bon appétit, mais avant ça ils vont te dire que ça va être eux qui vont avoir un bon appétit vu le nombre d'amendes qu'ils vont te mettre sur la tronche à force. Hein. Parce que là ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc t'arrêter pour manger, oui. Par contre en conduisant, on va éviter. Bon, bah, Parce d'accord. que tu dois avoir tes 2 mains sur le volant, tes 2 mains loin, merci. Et puis surtout faire les choses correctement. Et pas conduire avec les... Ou alors non, tu sais ce que tu vas essayer de faire? Tu vas conduire avec les pieds et puis mettre les mains sur les pédales. Non? T'en penses quoi, tant qu'on y est? Bah non. Ah d'accord. Eh ben on va rester sur l'idée de base, qui est d'utiliser les mains pour le volant, s'il te plaît, d'accord? Et on s'arrêtera sur une aire, sur un machin, et on mangera normalement, d'accord? Oui, bon bah ça va, on va s'arrêter. Ah, merci.
La dernière fois que vous avez vendu une voiture d'occasion, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez absolument suivi tout ce qu'il fallait faire? On accueille Maître Jean-Baptiste Oyoska, spécialisé en droit routier. Bonjour Maître. Bonjour mesdames. Et c'est de la question du jour. C'est Louane. ça. La question du jour, c'est est-ce que je peux vendre ma voiture, donc mon véhicule d'occasion, sans passer le contrôle technique? La réponse est 4. Ouais, 4 ans. 4 ans. 4 ans. En dessous de 4 ans, pas d'obligation. La voiture est Au-dessus- neuve. Au-dessus de 4 Voilà. ans, obligation. Donc vous voyez, ça y est, on pourrait s'arrêter là. Salut. Sauf que bien évidemment, vous en doutez, il y a des exceptions, il y a tout un tas de choses à dire, que je vais me faire un plaisir de développer, mais gardez en tête 4 ans. C'est-à-dire que si ma voiture a moins de 4 ans, elle est neuve, je l'ai achetée neuve et je la revends. Bon, ben moi Elle a j'y vais, moins hein, de c'est toi 4 qui ans. fais la réponse. Oui, allez, reste là. Je préfère que ce soit clair. Je peux la vendre sans contrôle technique. Sans contrôle technique, vous pouvez la vendre sans aucun problème, vous ne présentez pas le contrôle technique et voilà. En revanche, plus de 4 ans, vous avez l'obligation de présenter un contrôle technique. Alors, il y a des exceptions, vous allez voir, c'est des exceptions un peu particulières. C'est si vous vendez à un professionnel, déjà. Le professionnel est censé faire le contrôle technique lui-même, donc vous pouvez Oui. lui vendre sans contrôle technique. D'accord. Deuxième exception, une voiture de collection. Parce que les voitures de collection, bien évidemment, sont exemptes de contrôle technique, on le sait. Vous avez aussi les corps diplomatiques. Les corps diplomatiques n'ont pas besoin d'avoir un contrôle technique. C'est pour ça que vous avez parfois, dans certains pays que je nommerai pas, à Paris, de véritables poubelles en corps diplomatique. Mais là, on se demande, mais pourquoi cette voiture roule encore? Ben, tout simplement parce que eux, ils sont exemptés. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas de contrôle technique? Vous êtes passible d'une amende de classe 4, mais vous êtes passible aussi de l'annulation de la vente. C'est-à-dire que vous allez devoir redonner l'argent à la personne qui vous l'a acheté et vous allez vous récupérer votre poubelle. Donc, d'une façon générale, contrôle technique, plus de 4 ans, oui. Moins de 4 ans, non. Vous n'êtes pas de corps diplomatique, ce n'est pas une voiture de collection. Et en revanche, si vous vendez à un professionnel, à un garagiste, à ce moment-là, c'est lui qui fera le contrôle technique. J'ai une question, C'est Maître. peut-être pas mal d'ailleurs. Excusez-moi, je vous donne la parole dans une seconde si vous permettez. C'est peut-être pas mal d'ailleurs de vendre à un professionnel parce que d'une façon générale, ça va vous éviter tout un tas éventuellement de discussions. Lui, le professionnel, il va faire le contrôle technique. Et puis le professionnel, il va tourner autour de la voiture. Il ne va pas vous rappeler 3 mois plus tard en vous disant « Oui, mais il y a une fuite. Oui, mais il y a ça. Oui, il y a ça. » Il prend en l'état, bien évidemment. Et comme il est professionnel, il ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant. Donc, peu de vices cachés, bien évidemment. Je vous écoute pour votre question. Je viens de passer le contrôle technique de ma voiture il y a 2 mois Oui. et je décide de la vendre. Est-ce qu'il faut que je repasse un contrôle technique? Non, c'est le contrôle technique en cours. En fait, c'est le contrôle technique qui vaut. Exactement. Ok. Donc, tous les 2 ans après les 4 ans. Très bien. Fabuleuse question. Bravo. Bah, bravo. On s'est tout dit. On s'est tout dit. Bah, Voilà. merci beaucoup. Mais Salut. merci, je suis à votre Allez. disposition. On continue notre rendez-vous évidemment parce que nous, on n'a pas fini. Il était là au début de l'émission, il est revenu à nos côtés. Gabin, c'est le spécialiste des panneaux de signalisation. Ouais, et aujourd'hui on va parler du panneau donc de ralentisseur. Donc c'est le panneau qui indique la présence d'un ralentisseur. Et ce panneau est un danger, il représente un danger. Donc comme vous le voyez, il est de forme triangulaire avec un fond blanc et un bord rouge. Il avertit les conducteurs de la présence donc d'un ralentisseur. Il est placé 150 mètres avant en race campagne, enfin en agglomération, et 50 mètres avant en agglomération. Et un ralentisseur doit obligatoirement être signalé par ce panneau, sinon il peut être jugé illégal en cas de contestation. Donc les ralentisseurs, il y en a plusieurs types et donc avec leurs caractéristiques. Il y a d'abord le Dodan, donc c'est le plus connu et le plus haut. Il mesure entre 4 et 10 cm de hauteur, il a une longueur de 2,5 à 4 mètres. Il doit être limité à 30 km/h maximum, donc c'est la plupart du temps celui qu'on retrouve en agglomération. Et son implantation est réglementée et il est interdit sur certaines routes, donc les routes départementales, hors agglomération et voies de bus. Les voies de bus, tout le monde voit ce que c'est, je n'ai pas besoin d'expliquer. Ensuite, il y a le coussin berlinois. Ah oui. Ce sont des plaques surélevées en caoutchouc ou en béton. Il laisse passer les véhicules larges, donc bus, camions, sans les ralentir, tout en obligeant les voitures à freiner. Il est fréquemment utilisé en centre-ville et en zone résidentielle. Et celui-là, il est très dangereux quand il pleut, parce que vu que c'est du caoutchouc Ça parfois, glisse. pour les scooters, ça glisse Ouais, les motos, avec les les deux roues, petites ouais. roues. J'ai une anecdote sur ça encore une fois. On l'a pris avec un copain et malheureusement... on a trébuché sur ce vous avez coussin glissé, berlinois, on a glissé et donc accident sur... on a fait un bon roulé-roulé, heureusement on était couverts, le casque, les gants et Oh là un là. bon manteau, Ouais. donc tout va bien. Ensuite il y a le plateau surélevé, donc ce sont des passages piétons ou intersections surélevées.
Plus doux que les Dodan, mais toujours conçu pour limiter la vitesse à 30 km/h. Et il est très présent dans les écoles ou dans les zones de forte circulation piétonne. Et enfin, on a les bandes rugueuses. Ce ne sont pas des ralentisseurs en tant que tels, mais des bandes de pavé ou d'asphalte texturées qui créent une vibration incitant les conducteurs à ralentir. Et s'ils sont mal conçus ou non conformes, je tiens à dire, ils peuvent être dangereux pour les voitures. Et certains ralentisseurs illégaux ont été démontés sur décision de justice après des plaintes d'usagers. Oui, je suis d'accord parce qu'il y en a quand même trop, et puis ça fait mal et au dos, aux voitures, et pour les motos, c'est catastrophique en termes de mécanique moto. Et moi, à chaque fois que je passe sur un Dodan, je teste, je me mets en dessous de 30 km/h et ça frotte encore. Donc, c'est pas top. Eh ben merci, en tout cas, voilà, vous savez maintenant, c'est à 150 mètres hors agglomération et 50 mètres en agglomération. Merci beaucoup. Allez, on continue. On vous en parle régulièrement parce que c'est un des grands combats de 40 millions d'automobilistes en ce moment. On va en reparler parce que là, il y a quelque chose qui le gonfle concernant la pétition. Oui, la pétition qu'on a lancée sur le site de l'Assemblée nationale pour abroger les zones à faibles émissions. Alors tu sais, quand on lance une pétition avec l'association 40 millions d'automobilistes et que les choses sont plutôt simples, bien forcément, on va avoir une certaine facilité à avoir des signatures. Là, vous êtes nombreux à être revenus vers nous et nous avoir dit « c'est compliqué ». Alors pourquoi? Remets bien les choses en place. Il faut se connecter via France Connect. Il faut aller sur le site en ligne de la pétition, connecter via France Connect, et là tu peux signer. Voilà, mais c'est juste pour si on prend les choses au début, vous allez sur le site de 40 millions d'automobilistes, vous cliquez sur « Je signe la pétition » et là ça vous envoie sur le France Connect. Voilà. Jusque-là c'est simple. La difficulté c'est pour beaucoup d'entre vous se dire « mince, est-ce que je ne vais pas être fiché ?» Ah, t'as raison. Ah, moi, ça m'a pas traversé l'esprit. Eh bien, oui, mais on a eu beaucoup ce commentaire. Oui. Vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir fait. Faites-le. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas pour ficher. Le gouvernement ne veut pas savoir que... Regardez, je suis bien blasé, c'est moi qui l'ai mis, la pétition en ligne. Donc moi, c'est encore pire dans ce cas-là. Et puis, c'est pas une pétition méchante, c'est pour abroger les ZFE. Exactement. En fait, l'idée, et l'Assemblée nationale a fait ça, pourquoi? Elle a fait ça parce que, via France Connect, ça permet de ne pas avoir déjà 2 signatures par personne. Ça permet d'authentifier la signature. C'est uniquement ça. Faites-moi confiance. Arrêtez de nous envoyer des messages pour nous dire non, mais on a peur d'être fiché. Parce que à ce titre-là, si on avait peur d'être fiché, moi j'ai déposé la pétition. Elle est sous mon nom. Imaginez, je serais le premier à avoir des soucis. J'en ai jamais eu. On a de la chance quand même. On est dans un pays où on a le droit de s'exprimer. Donc je l'ai fait. J'ai pas de contrôle fiscal, et d'ailleurs ils peuvent, il n'y a pas de souci, j'ai rien à cacher. Mais venez, signez, parce que là on a déjà dépassé plusieurs dizaines de milliers de signatures. Plus on en a, et plus on a, écoutez-moi bien, la certitude de gagner. Alors on va remettre le lien de la pétition en description, juste en bas de la vidéo. C'est le plus important, ce combat, pour une fois. On peut le gagner avec le Parlement, et arrêtez d'avoir peur. Regardez, Philippe Tabarot, qui est ministre des Transports, il y a 2 ans, lorsqu'il a fait son rapport sénatorial sur les zones à faible émission, il disait quoi? Que ça collait pas, qu'il faut revenir sur ces ZFE, parce que socialement c'est injuste, parce que c'est mal ficelé, parce que c'est pas bon. Et donc, aujourd'hui, Philippe Tabarot est ministre des Transports. Il n'a pas changé d'idée, mais il a besoin du Parlement. Il a besoin du Parlement, dont il a besoin de nous. Donc, s'il vous plaît, signez cette pétition. Et surtout, à partir de 100 000 signatures, ça y est, c'est présenté à l'Assemblée nationale. Et à partir de 500 000 signatures, c'est débattu, c'est posé sur la table, et là, on passe pas à côté. Bon, déjà, je vais te dire franchement... on vise les 100 000 si on atteint 100 000, c'est plié, on a gagné. Franchement, si on met 100 000 signatures, on est en train de réaliser ce que personne n'a réussi à faire en France, sur le site de l'Assemblée nationale. Personne n'a réussi ça. Je vais te dire la vérité, je vais vous dire la vérité, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, est-ce qu'on va pas être ridicule? Personne ne le fait. Parce que vous êtes habitués à peut-être certaines associations, coucou, qui vous disent, on a 10 millions, 15 millions de signatures. Moi, ça me parle, ce genre d'association, y compris dans la filière de la défense des automobilistes. C'est faux. C'est faux. Ils ne sont pas capables de faire. Donc nous, on l'a fait. On l'a fait, j'ai eu très peur. On l'a fait, on est en train de réussir ce pari et quoi qu'il arrive, on a aujourd'hui la pétition la plus signée dans l'histoire des pétitions en ligne de l'Assemblée nationale. C'est grâce à vous, mais maintenant à tous les réticents, je compte sur vous.
Et surtout, n'ayez pas peur, moi, je l'ai fait aussi, hein. Moi je me suis inscrit avec France Connex par le biais de la sécurité sociale, parce que vous allez avoir plusieurs propositions, Ah, c'est ça. les impôts, la sécurité sociale, patati, patala, moi je le fais par rapport à la sécu, voilà. Ça marche, c'est hyper rapide, ça n'engage à rien, tu l'as fait? Voilà, franchement, allez-y, signez pour qu'on fasse disparaître ces ZFE. Merci beaucoup, ça le gonfle, ça m'a gonflé aussi, et vous, les ZFE, ça vous gonfle? Alors on signe, on y va. C'est un des rendez-vous qui nous permet évidemment de débattre sur des faits qui nous arrivent en tant qu'automobilistes, mais d'en savoir beaucoup plus. C'est le vrai du faux, et là, vrai du faux sur le marché du véhicule d'occasion. Et on accueille pour cela, au-delà de Pierre qui reste à mes côtés, Michael Ledoux. Bonjour Michael. Bonjour. Fondateur de Transac Auto. C'est ça. Qu'est-ce que Transac Auto? Alors Transac Auto, c'est un réseau, d'agences qui s'occupe de sécuriser les transactions automobiles entre particuliers. C'est important parce que quand on achète une véhicule d'occasion, ça peut être une crainte de se faire avoir. Non, mais ça a une particularité, tu sais comment ça fonctionne? Non. Tu pourrais te dire que tout fonctionne en ligne. En plus, Michael, il est hyper connecté. C'est-à-dire que du matin au soir, il est sur son smartphone. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un système, c'est presque une agence immobilière. C'est-à-dire que tu en as combien en France des agences? On en a 158 ouvertes à date et on en ouvre une dizaine tous les mois. Qui ont pignon sur rue. Qui ont pignon sur rue. Donc Transac Auto, je peux le trouver dans mon environnement, pas très loin de chez moi. Exactement. Explique-moi comment j'ai besoin d'un véhicule, j'ai envie d'aller chercher un véhicule, d'en acheter un, je vais chez toi. Alors c'est un vrai service de proximité, c'est pour ça qu'on a justement joué à la fois sur la partie digitale où on se développe beaucoup grâce au web, mais au point de vente physique. Et l'idée c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Si tu vas acheter une voiture, là tu vas aller sur internet, sur tous les sites connus, chercher ta voiture, nous on est référencé, tu vas potentiellement tomber sur des voitures à nous, ou aller sur notre site directement si tu connais déjà la marque. Mais surtout, notre vrai métier, notre métier principal, c'est d'aider les gens à vendre leur voiture. Et donc, tous les gens qui vont vouloir vendre leur voiture, ils vont passer dans une de nos boutiques. Et là, nous, on va préparer la voiture, on va prendre des photos, on va la mettre en avant pour qu'elle soit désirable, exactement. Et on va s'occuper de gérer la vente de A jusqu'à Z en sécurisant la transaction. Et c'est là où c'est un peu magique, puisque vendre une voiture, c'est extrêmement anxiogène pour beaucoup de personnes. Et nous, l'idée de notre modèle, c'était de dire aux gens, aujourd'hui, vous allez vendre votre voiture sans vous embêter avec les particuliers au coin de la rue que vous ne connaissez pas, et surtout sans perdre d'argent chez les concessionnaires. Alors, moi, j'ai vu un truc quand même, parce que, on va pas citer la marque, hein, mais j'ai vu, comme tout le monde, une publicité pour des gens qui te proposent de vendre ta voiture. Quand on fait l'évaluation, je l'ai fait avec mes voitures. Évidemment qu'ils me la rachètent. Mais pas beaucoup, ils vont pas très cher. La bonne bêtise. Sur la plateforme, ils vendent du web, et puis quand tu te déplaces, là, ils arrivent, c'est non, mais c'est ça, ils te donnent 500 € pour ta voiture. C'est ça. Bonjour, j'ai une Mercedes flambant neuf, 500 balles. Bah oui, évidemment, là, on va te l'acheter. La promesse que tu fais avec Transac Auto, c'est d'avoir une solution un peu comme une agence immobilière où il y a derrière un service. Donc, le service, forcément, il se rémunère. Mais j'ai regardé, en fait, la commission que vous prenez, c'est pas dingue. Non, nous, en moyenne, on gagne 1 000 € hors taxe par voiture. Donc, quand on sait qu'un concessionnaire fait une décote en moyenne de 20 à 30% quand il fait un rachat d'un véhicule, tous les gens qui viennent chez nous, l'idée c'est de leur dire vous allez forcément vendre vos voitures plus cher que chez le concessionnaire sans vous embêter avec les particuliers. La promesse c'est ça, tout en sécurisant le paiement. Et en sécurisant le paiement, et ça c'est énorme. Ça existe depuis combien de temps, Michael Ledoux, Transac Auto? Ça va bientôt faire 15 ans. Ah oui, quand même, donc une crédibilité également. On est sur un marché à peu près de la voiture d'occasion qui a une moyenne d'âge de 12 ans. Chez vous, on trouve des voitures d'occasion qui ont à peu près quel âge? En moyenne, elles ont entre 7 et 8 ans. D'accord. Quelle est la voiture qui est la plus demandée? Alors, donc si j'ai bien compris, je vends ma voiture. Donc je vais d'abord, ma première démarche, ça va être d'aller chez vous pour vendre ma voiture. Exactement. Si, à contrario, je vais en acheter une d'occasion, je peux aussi la trouver chez vous. Bien évidemment. On a un modèle qui est très demandé en ce moment? Ce qui se vend beaucoup au quotidien, on va dire, c'est toutes les voitures qu'on voit dans la rue. C'est les Golf, c'est les Clio, c'est les Mégane, c'est des produits qu'on vend très bien. Alors, il y a une histoire. On était hors antenne, je ne vais pas vous mentir, et puis j'ai demandé à Michael comment lui était venue l'idée, parce que je trouve ça original d'avoir finalement l'idée de se dire, pendant que tout est digitalisé, de se dire non, nous on va avoir pignon sur rue pour rassurer. Ouais, c'est important. Cette histoire de rassurer, en fait, c'est une histoire familiale. Ouais, c'est vrai, c'est parce que il me demandait comment l'idée m'était venue, et c'est tout bête. Moi, depuis tout petit, en fait, je suis un passionné de voitures, j'ai toujours aidé mes proches à vendre ou acheter des voitures. Et un jour, j'ai ma belle-mère qui m'appelle, elle vendait sa voiture, Audi lui reprenait 25 000 €, lui reprenait 20 000 €, pardon, alors que la voiture se vendait 25 000 € tous les jours. Et donc elle me dit, mais du coup je perds 5 000 €, sauf que ça m'embête de la vendre à un particulier, je veux pas que les gens viennent chez moi, et ça m'embête qu'Audi me fasse perdre autant d'argent. Ah bah ouais, c'est donc clair. je m'occupe de vendre la voiture, je lui vends 25, et là elle me donne un chèque de 800 € en me disant, tu m'as fait gagner 5 000, donc je donne 800 pour toi. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Ah. Et pourquoi on a gardé ces boutiques physiques, c'est que autant il y a beaucoup de gens qui sont très connectés, et maintenant beaucoup d'achats se font en ligne,
Mais on sait que la voiture, c'est le deuxième achat des ménages. Et aujourd'hui, très peu de gens, même il y a 10 ans, très peu de gens étaient capables d'acheter une voiture sans l'avoir. Donc on s'est dit, de toute façon, on a besoin d'avoir une boutique physique pour expertiser les voitures, parce que tout ce qu'on commercialise avant, les gens passent à l'agence, nous on fait le tour de la voiture, on regarde l'entretien, etc. Parce qu'on ne commercialise pas toutes les voitures, parce que l'idée, c'est de sécuriser aussi les futurs acquéreurs. Ouais. Donc si une voiture vient, que l'entretien n'est pas à jour, qu'il y a des voyants qui s'allument, etc., on ne pourra pas la mettre en vente. Donc on a besoin de ces points de vente physiques-là pour déjà expertiser les voitures et recevoir les clients. Ensuite, on prend les photos. Là, les gens, eux, vont rentrer chez eux avec leur voiture. Donc, ils vont continuer de l'utiliser pendant toute la durée de la vente du véhicule. Et nous, on va la commercialiser sur le web. Et là, en revanche, là où c'est très puissant, c'est grâce à notre notoriété qu'on a sur les réseaux sociaux et nos boutiques physiques, on vend 8 voitures sur 10 sur photo. Donc, 80% de nos clients ne voient pas les voitures avant de les acheter. Alors ça, je vais être je peux Ouais. très transparente. Moi, je ne pourrais jamais acheter une voiture sans la voir, sans la toucher. C'est Voilà. fou. Ça, c'est ce que tu dis. Mais si tu m'appelles, t'en achèteras deux sans les voir. Et c'est véridique. Et parce peut-être que- qu'elle tombera pas en panne, tu devrais l'appeler à mon avis. Exactement, beaucoup de gens disent ça, mais une fois qu'on a le savoir-faire et qu'en plus on a la notoriété qui va avec, c'est très simple. Après, c'est très Et commercial. donc mais- la confiance. Oui, c'est la C'est-à-dire confiance. que si demain, imagine, ce qui n'est pas arrivé a priori, mais si demain je fais appel à toi pour acheter une voiture, j'ai vendu ma voiture, ok, ça y est, elle est partie, tout va bien. Je me dis, ah, quand même, le service était top chez Transat Auto, du coup, je te fais confiance et je vais racheter une voiture grâce à toi et à ton maillage. Et 2 semaines après, j'ai un problème avec la voiture. Quelle garantie tu me proposes? Alors justement, tous les véhicules qu'on propose sont garantis. Donc tous nos véhicules sont garantis, ce qui fait que si tu as un souci, tu vas pouvoir aller chez le constructeur de la marque. Si tu as une Renault, tu vas chez Renault. Si tu as une Peugeot, tu vas chez Renault. Et donc là, il y a un expert qui J'ai se une déplace. Peugeot, je vais chez Renault aussi alors. Chez Peugeot. Si t'as On avait corrigé. Allez. moi, c'est que tu suis. Donc si tu as une Peugeot, tu vas chez Peugeot. Et donc là, il y a un expert qui va passer. Et donc il va dire voilà, le turbo est HS, je dis une bêtise, ok, il faut le changer, la voiture est garantie. Et donc là, le concessionnaire va réparer la voiture. Et c'est notre service de garantie qui va payer la facture. D'accord. ok. Alors ça, j'aime pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu achètes un bien immobilier, bon, ça arrive hein, de Bien te faire sûr, arnaquer, tu découvres des termites, et derrière, c'est vraiment catastrophique pour ta vie, parce que c'est le premier investissement. Bien sûr, ouais. Pour la voiture, c'est pareil. Il faut savoir que la plupart des gens, c'est combien le budget moyen d'une voiture par chez toi? Nous, sur les voitures qu'on propose, en moyenne, on est à 14 800 euros. Voilà. D'accord. ok. Donc c'est-à-dire qu'on a Entre des gens, 6 et 8 ans, là, on, je veux dire. on a des automobilistes qui vont avoir recours à un crédit, parfois, Ouais. La grande Euh, majorité. qui vont se mettre dans des situations où s'ils ont un problème avec leur véhicule ou s'ils se font arnaquer, derrière, eh bien, pendant tout le temps de la procédure juridique, c'est une catastrophe. Il faut que tu loues une autre voiture, finalement C'est tu très perds de bien. l'argent et la vie peut devenir cauchemar, hein, parce que Ouais, tu as besoin de la ouais. bagnole pour aller en vacances, pour aller au travail, pour aller... Donc ce que tu proposes à travers ça, c'est déjà un beau home staging de la voiture, un petit peu. Exactement. C'est-à-dire qu'on va la refaire bien, elle va être pimpante. Donc au final, peut-être que ta commission, ok, tu vas prendre une commission, mais tu t'as permis aux gens de la vendre plus cher. Au prix du marché, ça c'est une de nos promesses, c'est que la voiture, on va vraiment la vendre au prix du marché. Et le deal, ce que je dis souvent à mes équipes et aux franchisés qu'on forme, parce qu'on se développe aussi ce forme de franchise, donc sur les 200 franchisés qu'on a, tous ne sont pas forcément issus de l'automobile, donc on les forme aussi. Et nous, ce qu'on leur dit, enfin notre promesse en tout cas, c'est de leur dire, il ne faut pas commercialiser une voiture que vous ne seriez pas capable de vendre à votre mère. Ah, très bien. ok. Et voilà, comme ça c'est clair, Ouais. le raisonnement il est simple. Et nous on s'assure que la voiture soit en parfait état, qu'on puisse la garantir, parce que c'est des conditions pour que le véhicule soit garanti. Effectivement l'idée c'est d'éviter aux gens d'avoir ce genre de déboire. Alors, un déboire qui peut arriver, tu expliques que, par exemple, je vais chez toi, chez Transat Auto pour vendre ma voiture, tu la prends, etc., mais tu me la laisses le temps qu'elle se vende. Exactement. Et si j'ai un Tout va accident, avec. si j'ai Eh un ben, problème pendant ce dans moment, notre charte et dans le mandat qui nous lie avec les clients, si jamais il y a un souci qui survient pendant la durée de la vente, c'est au propriétaire de nous en informer. Pour que nous, on puisse effectivement rectifier le tir si on a déjà des acquéreurs Voilà. avec qui on en cheville, etc., pour se remettre à jour. combien de Simplement. temps reste une voiture chez vous? En moyenne, elle reste à peu près 20 jours. Waouh! Ah oui, c'est rapide. Ouais, ça va vite. C'est très rapide. Mais il faut savoir que moi, je vends des voitures depuis tout petit presque, mais c'est un vrai métier. C'est qu'il y a des gens qui ne savent pas vendre. Et c'est comme pour l'immobilier, c'est comme Bien pour sûr. plein de choses. Et des fois, il y a des voitures qui sont au bon prix et les gens n'arrivent pas à les vendre tout simplement parce que leurs photos sont moches. Ou d'autres parce qu'ils n'ont pas la fibre commerciale quand ils décrochent leur téléphone. C'est pas leur métier. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, dans nos boutiques, on a mis des PLV où on dit vous êtes très bon dans votre job car c'est le vôtre. Vendre votre voiture, c'est le nôtre. Ouais, c'est très bien ça. Oui, parce qu'on Ouais. sait faire. On peut avoir une ordre d'idée de tes transactions à l'année? Tu vends combien de voitures? À l'année, sur l'ensemble du groupe, on vend 17 000 voitures. Ah, dis On vend donc. 17 000 voitures. On fait en moyenne, sur 2024, on a fait à peu près 60 millions de chiffre d'affaires. Donc de chiffre d'affaires en marge brute, parce que nous, quand on vend une voiture, on facture uniquement notre commission, Bien pas sûr. le prix de la voiture. Mais en termes de valeur, ça représente beaucoup plus en flux financier par rapport aux voitures que l'on vend.
Et on ouvre 10 boutiques chaque mois. Puisque avec tout ce que nous pond nos amis du gouvernement, les gens ont beaucoup de mal à acheter des voitures neuves, se rabattent sur le marché d'occasion. Donc on a la chance d'avoir un business qui explose depuis 4 ans. Quand il y a eu le Covid avec la difficulté d'avoir des pièces, notamment les semi-conducteurs, où on a vu le marché de l'occasion qui dépassait le prix du véhicule neuf, ça a été tu as ressenti ça avec la boîte? Ça a été la folie. En fait, on n'a pas non plus 8 heures, mais si je vous explique notre concept, moi quand j'ai lancé la boîte, tu vois, tous les concessionnaires et les marchands, comme on les appelle, que je connaissais, et ils me disaient mais ton truc ça va pas marcher, on peut pas vendre des voitures qu'on n'a pas, on peut pas vendre des voitures qu'on révise pas, etc. Enfin bref. Et juste après le Covid, tous ces acteurs-là, c'est les mêmes personnes qui venaient acheter des voitures chez nous. Ouais. Parce qu'ils avaient plus de stock, ils savaient plus où se fournir, et du coup ils achetaient chez nous. Est-ce que tu as conscience que tu es en train de modifier finalement, alors 17 000 véhicules, hein, c'est ça par an. Il y a plusieurs millions de transactions qui se mettent en place. Je crois que c'est 8 millions, les ventes de véhicules d'occasion, entre 6 et 8 millions. À peu près par an. Est-ce que tu as conscience que tu es en train de révolutionner peut-être le modèle de concession automobile ça fait déjà où on les met toutes garées les unes à côté des autres comme ça, et où peut-être que toi tu peux... C'est dû à l'époque, effectivement à l'époque. Mais est-ce que t'es pas tout simplement avec ce modèle en train de rassurer les gens avec une boutique, la fameuse expression que tu as employée, que j'ai employée, on n'aurait pas... Pignon sur rue. Pignon sur rue, exactement. Mais c'est important. Et au-delà de ça... Parce que quand t'es pas content, tu rentres dans la boutique. Oui, et puis je suis d'accord avec toi, c'est que tu recrées le lien, le vrai lien. Bonjour monsieur, bonjour madame, on serre la main. C'est exactement ça. Mais nous, en fait, dans l'expérience client qu'on propose, nos boutiques, en fait, elles sont vraiment très cosy, c'est chaleureux. Aujourd'hui, vous avez... Il y a un bar Non, pardon. Il y en a, mais les cachés. On peut servir un verre pour ceux qui veulent. Mais quand tu vas dans une concession ou quand tu vas dans un marchand, c'est extrêmement austère. C'est froid. Si le commercial est bon et qu'il sait te mettre à l'aise, tu vas peut-être un peu te détendre. Mais de prime abord, quand tu arrives, c'est généralement très froid dans le concession. C'est grand. Ou chez c'est surtout parce qu'elles sont très très grandes. En fait, c'est grand, mais souvent c'est austère. Tu n'as pas forcément de musique. Les gens, tu sens qu'ils sont c'est pas très chaleureux, quoi. Et nous, on a fait tout l'inverse. C'est des boutiques qui sont relativement petites, il y a du bois partout, c'est relativement chaud. L'idée, c'est que les gens, quand ils arrivent, ils se sentent à l'aise. Un peu comme à la maison. Et le but, c'est de créer de la proximité. C'est pour ça qu'on a des boutiques un peu partout, pour que les gens se disent, moi, c'est mon réflexe d'aller chez Transacauto pour vendre ma voiture. En tout cas, l'agence automobilière. Voilà. C'est bien ça, l'agence automobilière. Mais ça, c'est un de mes concurrents. Ça, c'est... Ça existe déjà alors on oublie. En même temps, si, le soleil peut briller pour tout le monde. Mais oui, exactement, c'est un métier où il y a de la place pour tout le monde. Non, mais c'est qu'on trouvait. Il y a beaucoup d'acteurs, nous on est les leaders en tout cas, mais effectivement, c'est un marché qui croît d'année en année, donc effectivement, chaque année, on a peut-être 5 ou 10 concurrents qui arrivent. Et j'ai envie de te dire, de toute façon, avec 8 millions de véhicules d'occasion potentiellement qui vont se vendre. Il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Et ben voilà, on a fait le tour en tout cas, et on est ravis de vous avoir fait découvrir Transacauto et Michael Ledoux, le fondateur de Transacauto, depuis 15 ans, qui est venu nous expliquer tout son business, tout comment ça fonctionne. Vous cherchez une voiture, vous en avez une à vendre, Transacauto. Et notre chronique Démonte ta caisse, où on en sait beaucoup plus et on apprend grâce à toi ce qu'il y a dans nos moteurs. Et là, c'est un joint, il faut surtout pas le péter. C'est ça, le fameux joint de culasse que tout le monde a déjà entendu parler. Mais est-ce qu'on sait vraiment à quoi ça sert? Vous savez? C'est donc qui joint la culasse. Alors, plus précisément, il est sur l'étanchéité. C'est dans le nom. Il assure l'étanchéité entre la culasse qui abrite les soupapes d'admission et d'échappement et le bloc cylindre qui contient les pistons. D'accord, super. L'importance de ce joint est primordiale. C'est ça. Et alors surtout, on entend souvent dire que quand la voiture a un problème avec le joint de culasse, elle est foutue. Non. Alors c'est pas le cas, c'est juste que c'est très compliqué de changer un joint de culasse, que ça nécessite beaucoup de matériel et de connaissances et que ça prend par un professionnel entre 6 et 12 heures à changer. Donc c'est très compliqué. Donc bien sûr, on ne le change pas soi-même. Ah non, c'est pas possible. Ou alors vraiment, c'est que tu as un garage, c'est que tu es propriétaire du garage et tu es toi-même mécano, quoi. Alors comment on sait qu'il est abîmé? Vous avez déjà eu des expériences peut-être? Pas du tout. Non, alors moi j'ai une sale expérience avec la toute première voiture de ma vie que j'ai achetée. Toute première Honda à l'époque. Que j'avais acheté chez un revendeur de véhicules d'occasion, c'était dans le Doubs ou quelque chose comme ça. Et quand je suis rentrée, la voiture était magnifique, c'est la Honda Prélude qui avait les feux qui se levaient et tout, elle était un peu sportive, j'adorais. Et quand j'ai fait le chemin retour pour la ramener de cette belle région de l'Est de France, je suis tombée en panne.
avec de la mayonnaise dans la culasse. C'est ça, la fameuse La mayonnaise. fameuse mayonnaise. qui Et ma sort. voiture était morte. C'est ça. Arnaque. Attention aux arnaques. Oui. Et donc là, en cas de mayonnaise qui apparaît sur le bouchon, le joint n'est donc plus du tout étanche. Et je crois que Jade aussi a expérimenté Ah ce non, problème. c'est galère de chez galère. Et alors du coup, le prix pièce d'un joint de culasse, en soi, c'est pas très très cher, vous le savez. Alors non, parce que moi ça fait trop longtemps, puis j'ai oublié cette Moi, je dirais histoire. 30 euros. Alors on est entre 20 et 100 euros pièce. Ok. Donc ça reste plutôt correct par rapport aux autres pièces qu'on a pu voir dans cette chronique. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur le joint de culasse. Donc faut quand même le faire vérifier ou comment Bien ça sûr, se passe? on fait toujours l'entretien en garage régulièrement de son véhicule et le garagiste nous dira Ouais, on peut s'il y a un vérifier. problème. Ouais. Oh là 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 là, ma Honda Prélude. Je crois que je l'ai roulée avec 15 jours à peine. Même pas. Bon bah merci. Ah, le joint de culasse, ça me rappelle de sacrés souvenirs. Bon allez, on passe à la suite. C'est le mauvais souvenir. Bon, et ben juste avant j'étais un peu triste. Là j'ai l'impression qu'avec le rendez-vous de Gabin, je vais être enchantée. Ouais, c'est une histoire toute mignonne, la route qui chante. Enfin, du moins les routes qui chantent. Ou l'étrange histoire de la route qui chantait. Donc, comment c'est né? On connaît tous ces petites routes, vous savez, quand sur l'autoroute on roule un peu trop à droite, sur les bandes Ah oui, blanches. c'est les... C'est ça. Moi je dis que c'est mes pneus qui se chatouillent et qui se grattent. Moi j'aime bien dans les villes passer un peu sur ça fait un peu Formule 1, mais bon, pas trop vite évidemment. Mais et ben, il y a certaines routes qui existent où quand on est trop sur ces bandes, et ben, elles font de la musique. Et en fait, génial. tout commence sur une portion de route à Hokkaido, donc au Japon, où un ingénieur un peu trop mélomane a eu une idée folle. Et si on faisait en sorte que la route joue une mélodie lorsque les voitures roulent dessus, ainsi est née la Melody Road. Ah, j'adore. Le principe est aussi simple que génial, donc en creusant de légères rainures dans l'asphalte à des intervalles précis, les vibrations produites sur les pneus forment une mélodie. Et le plus beau, eh ben, si vous roulez trop vite ou trop lentement, la chanson est faussée. Donc en fait, c'est une façon poétique d'inciter les conducteurs à respecter la vitesse recommandée. C'est Je génial. trouve ça super. Mais ouais. Et au Japon, on peut ainsi entendre des airs traditionnels comme Shiretoko Love Song, tandis qu'aux États-Unis, une portion de route au Nouveau-Mexique joue America the Beautiful. Oh. Bien sûr, cela a entraîné des situations absurdes, donc des conducteurs qui repassent 20 fois au même endroit juste pour écouter, Oh, c'est trop mignon. d'autres qui s'arrêtent en plein milieu, ou des gens qui sont fascinés par cela. Et alors la prochaine fois que vous roulez sur une route ennuyeuse, imaginez qu'elle pourrait elle aussi être une partition cachée. Peut-être qu'un jour nos autoroutes fredonneront du Johnny Hallyday ou du Daft Punk, qui sait. Ouais, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, c'est cool. Moi aussi, je trouve ça Les énorme. routes qui chantent, ouais, je trouve l'idée est vraiment chouette et en plus ils l'ont mis en place. Oh, bah c'est comme ça qu'on termine notre émission aujourd'hui. Ouais, Sur ces jolies notes. avec beaucoup de gaieté. Pou, pou. Merci beaucoup Louane, merci Gabin, merci à toi Jade, Pierre évidemment. Et puis Lénie, t'es revenue? Ah bah tu nous as manqué quand même. Bon, t'as pas vu dans l'émission mais je sais que t'es là aussi. On vous embrasse et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de En roue libre, ce sera un petit peu plus tard.